crise qui peut bien déclencher les récessions les plus dévastatrices. Tu sais, celles qui vont bien au-delà de l'éclatement d'une bulle et qui mènent à une véritable crise financière. Je pense à des crises telles que celle de 2008 où les défauts de paiement des particuliers ont augmenté de 657%, entraînant ainsi l'effondrement de banques telles que Lehman Brothers avec des pertes totales de 691 milliards de dollars. Je pense encore à la Grande Dépression de 1929 qui a laissé 25% de la population mondiale sans emploi et forcé ceux qui en avaient encore un à accepter une réduction de salaire de 42,1% en moyenne. Imagine te réveiller un beau jour, enfin... beau jour, c'est pour l'expression, et voir un krach boursier, regarder tes investissements chuter et constater que des économies sont en danger. Ça semble terrifiant, n'est-ce pas? Et ça l'est. Des bulles spéculatives en passant aux faillites bancaires, l'histoire nous offre des indices. À nous de les décrypter. Dans cette vidéo, je vais te partager les signes clés qui montrent qu'une crise financière est imminente et ce que tu peux faire pour t'en protéger. Alors voici ce qu'il se passe toujours avant une crise financière. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'appelle Hugo et cela fait plus de 8 ans que j'étudie l'économie et la finance. Alors je t'invite à t'abonner si cela n'est pas déjà fait pour devenir incollable toi aussi en la matière. Et si tu es satisfait des conseils qui t'ont été apportés lors de cette vidéo, je t'invite à aimer et commenter à son issue. C'est un énorme soutien pour moi. Tu pourras également me donner ton avis dans l'espace commentaire en me disant si nous sommes à l'aune d'une grande crise financière ou c'est juste une récession qui se profile. Comprenons déjà la différence entre éclatement de bulle, une récession et une véritable crise financière. Un éclatement de bulle, c'est quand les prix d'actifs sont surévalués et corrigent. On a par exemple vu la bulle des NFT en 2021. Concrètement, ces actifs ont chuté de 99% depuis leur plus haut historique. Une récession, c'est quand l'économie est morose. Puis une crise financière, quand tout se casse la gueule. Alors, il existe des indicateurs qui déterminent tout cela. Je pense notamment au LEI, l'indice économique avancé. Cet indicateur référence 10 composants indiquant le fait qu'on entre en récession. Tu peux te rendre sur leur site et consulter les prévisions mensuelles pour voir si nous sommes dans une situation telle que celle décrite. Et si tu observes le graphique que j'affiche à l'écran, il est très clair qu'il y a souvent des signaux d'avertissement et des signaux de récession qui sont mis en évidence. Les lignes rouges indiquent qu'il y a un signal de récession. Et comme tu peux le voir, il semblerait que nous soyons dans une. Donc, quand tu sais quoi chercher, les signes sont presque toujours visibles. La spéculation est très régulièrement la cause de tout cela. Pour en comprendre les mécanismes, retournons dans les années 1600, aux Pays-Bas, où un événement hors du commun a eu lieu. La fameuse bulle des bulbes de tulipes. Bulbe, bulle. À cette époque, les Pays-Bas étaient une puissance dominante grâce à leur empire maritime et à la richesse générée par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. La majorité de la population étant calviniste, une des branches les plus strictes du protestantisme, il leur était imposé de vivre modestement, sans ostentation. Et même dans un tel contexte, le besoin de montrer sa réussite existait. Et les tulipes devinrent la réponse parfaite. Ceux qui possédaient des tulipes rarissimes montraient discrètement leur richesse, sans briser les normes religieuses. Au fil du temps, cette fleur prisée s'imposa comme un véritable symbole de luxe et d'ascension sociale. Concrètement, posséder des tulipes rares signifiait littéralement que tu faisais partie de l'élite. Là où les choses prennent un tournant dramatique, c'est lorsque les marchands décidèrent de formaliser cette spéculation en introduisant des contrats appelés futurs. Ces contrats permettaient d'acheter à l'avance des tulipes pour une livraison au printemps prochain. Et en achetant un contrat, les investisseurs pouvaient non seulement garantir un prix fixe pour leurs tulipes, mais aussi revendre ce contrat pour faire un profit, sans même posséder la fleur. Ainsi, la valeur des tulipes augmenta terriblement. À un certain moment, une tulipe rare pouvait valoir l'équivalent d'une maison. Mais concrètement, à ce que l'on pourrait penser, cette flambée des prix n'est pas due aux tulipes elles-mêmes, mais bien aux spéculateurs. Les gens ne cherchaient plus les fleurs, mais le profit rapide qu'elles semblaient garantir. Sauf que dès que les acheteurs commencèrent à manquer, la bulle éclate. Heureusement, cet effondrement ne plongea pas les Pays-Bas dans une crise économique majeure, mais la chute des prix laissa de nombreux investisseurs ruinés. Tu l'auras compris, la spéculation est une étude de cas que nous pouvons utiliser pour identifier les futurs problèmes majeurs. Car quand la majorité des gens commencent à le faire, c'est typiquement comme ça qu'on sait qu'une bulle est en train de se former. Qu'il s'agisse de tulipes ou des actions de start-up américaines, en passant par des crypto-monnaies, c'est la spéculation qui alimente les cracks. Et c'est l'endettement qui les transforme en effondrement complet de l'économie. Quand on assiste à une perte massive de la confiance des consommateurs due à une récession ou à une crise financière, le cours de l'or augmente, voire explose, jusqu'à ce que la confiance des particuliers revienne. Et c'est alors là que le prix de l'or redescend. Avançons jusqu'aux années 1920, une période de prospérité sans précédent aux États-Unis. Après la Première Guerre mondiale, le pays connaît une croissance fulgurante. L'économie américaine double presque de taille entre 1900 et 1929, portée par la production de masse, l'automobile avec le modèle T de Ford et les nouvelles technologies. Mais derrière cette croissance rapide se cache un détail majeur, l'utilisation massive du crédit. Les fermiers empruntent pour acheter des équipements et des terres. Les usines empruntent pour développer leurs infrastructures. Et même les ménages utilisent le crédit pour acquérir des biens de consommation, ce qui rend évidemment l'économie dépendante
de cet endettement. Avec autant d'argent en circulation, l'intérêt pour la bourse augmente. De plus en plus d'Américains décident d'investir dans les actions, convaincus que le marché continuera de croître indéfiniment. Et les banques, sentant l'opportunité de profit, facilitent cet accès en proposant des prêts pour financer ces investissements en actions. C'est ainsi qu'apparaîtra le trading sur marge. Une méthode où l'investisseur emprunte de l'argent pour acheter des actions, avec seulement une petite partie en fonds propres en garantie. Cela permet aux investisseurs de posséder plus d'actions qu'ils ne pourraient se le permettre. Mais cela les expose aussi à un risque majeur si le marché baisse. Par exemple, imaginons un investisseur, toi, qui possède 10 000 $. Tu souhaites acheter des actions Tesla. En utilisant le trading sur marge, tu serais en mesure d'emprunter 90 000 $ supplémentaires pour un investissement total de 100 000 $. Ce levier peut démultiplier les gains, mais décupler la vitesse de tes pertes. Si le cours de l'action chute, tu perdras bien plus que ton investissement initial et tu te retrouveras dans l'incapacité de rembourser ta dette. Durant les années 1920, le marché boursier connaît une ascension vertigineuse, atteignant des niveaux records. Entre 1922 et 1929, le Dow Jones, l'indice boursier américain, augmente de 220%. À son apogée en septembre 1929, tout le monde veut acheter des actions, même ceux qui ne possèdent pas les moyens de le faire sans recourir au crédit. La spéculation atteint des proportions inquiétantes, mais l'optimisme règne et les indicateurs négligent ces signaux d'avertissement. L'élément déclencheur survient lorsque la Réserve fédérale américaine décide de relever ses taux pour freiner l'inflation, la hausse du niveau général des prix, rendant l'emprunt beaucoup plus coûteux. Cette augmentation entraîne un ralentissement soudain de l'économie et les premiers signes de panique apparaissent. Les investisseurs, pris de peur, se mettent à vendre leurs actions en masse pour récupérer leur argent, entraînant une chute rapide des cours. Et tu peux imaginer l'effet boule de neige qui se produit. La situation s'aggravera lorsque les banques commencent à réclamer les remboursements des prêts sur marge. Les investisseurs, incapables de rembourser, tentent de vendre leurs actifs, mais il n'y a plus d'acheteurs. Les valeurs des entreprises dégringolent, les faillites bancaires s'enchaînent et l'économie américaine plonge dans une crise profonde, connue sous le nom de Grande Dépression. Et les conséquences sont dévastatrices. Les usines ferment, le chômage explose et des milliers de familles perdent tout. En 2 jours, les actions perdent 23% de leur valeur. Sur la seule journée du Black Tuesday, le 29 octobre 1929, 14 milliards de dollars de valeur boursière s'évaporent, équivalent à plus de 240 milliards de dollars actuels. La crise continuera à s'aggraver jusqu'en 1932, laissant un quart de la population active américaine au chômage et entraînant la faillite de près de la moitié des banques du pays. Poursuivons l'histoire pour nous arrêter au début des années 2000. À l'origine de cet événement bien spécifique se trouve un rêve profondément ancré dans la société américaine, celui de disposer de sa propre maison. Sauf que ce rêve prend une tournure particulière, le marché immobilier s'enflamme et de plus en plus de ménages se tournent vers l'achat immobilier. Les souvenirs du krach de 1929 ont incité les gens à ne pas emprunter beaucoup d'argent pour acheter des actions. Alors pour eux, l'immobilier c'était différent. Les banques et les institutions financières, flairant une opportunité, commencent à accorder des crédits à des ménages qui ne présentent pas toujours les meilleures garanties de remboursement. C'est l'émergence de ces fameux crédits subprimes, des prêts immobiliers à risque destinés aux emprunteurs à faible solvabilité. Pour attirer les ménages, ces prêts offrent des taux d'intérêt faibles au départ qui augmentent brutalement après quelques années. Les emprunteurs, pensant que la valeur de leur maison continuera de grimper, comptent sur le refinancement ou la revente avant une hausse des taux. Et pour les banques, l'enjeu est clair, profiter du boom immobilier pour générer des profits rapides. Elles se mettent même en tête de créer des produits financiers complexes en regroupant des centaines voire des milliers de prêts immobiliers dans un seul produit. Elles peuvent vendre ces titres à d'autres investisseurs pour finalement s'en délester. Banques, fonds de pension, compagnies d'assurance deviendront les clients. On leur promet des rendements très attractifs. Et la demande devient telle que les banques assouplissent même les critères d'attribution des prêts, accordant des crédits à des ménages de moins en moins solvables. Des institutions créent même des produits dérivés encore plus risqués avec des rendements encore plus élevés. Des contrats d'assurance voient même le jour pour protéger ces investissements. Ils préviennent contre le défaut de paiement de ces différents prêts et des différents produits financiers. Mais en réalité, cette mécanique repose sur une idée fausse, que le marché immobilier ne pourra que croître. Dès que les prix commencent à stagner, puis à baisser, le modèle s'effondrerait. Les emprunteurs subprimes, incapables de refinancer leurs prêts ou de vendre leurs biens pour rembourser leurs dettes, se retrouvent en défaut de paiement. Comme tu l'imagines, les premiers défauts de paiement entraînent une vague de panique. Les défauts s'accumulent avec une hausse de 667%. Les prix de l'immobilier chutent. Les actifs financiers adossés à ces prêts deviennent pratiquement sans valeur. Les établissements bancaires se retrouvent avec des milliards de dollars de titres exotiques et subissent de lourdes pertes. En septembre 2008, Lehman Brothers, l'une des plus grandes banques d'investissement des États-Unis, fait faillite, marquant le point culminant de cette crise. Et les répercussions de cette crise sont mondiales. L'économie américaine plonge en récession, entraînant dans son sillage les économies européennes et asiatiques. Des millions de personnes perdent leur emploi en plus de perdre leur maison. Et les gouvernements doivent intervenir pour éviter un effondrement total du système bancaire. Les États-Unis injectent des milliards de dollars pour renflouer les banques et stabiliser le marché, tandis que la confiance des investisseurs et des ménages s'effondre. Alors, si je n'ai pas été assez clair à ce stade, la spéculation alimente le krach. La dette la transforme en crise financière et trop de risques
risques et pas assez de surveillance transforment une récession en un cauchemar financier. Aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, il ne semble pas que nous soyons en train de nous préparer à une nouvelle crise financière, parce que le niveau d'emprunt actuel est à des années-lumière de ceux des années 1920 et 2008. Alors oui, il y a des bulles spéculatives dans différents types d'investissements qui semblent se former, mais un effondrement financier complet, du moins à l'heure actuelle, ne me semble pas être à l'ordre du jour. Néanmoins, dans notre économie qui va de plus en plus vite et des informations qui s'échangent beaucoup plus rapidement, je pense qu'il ne faille pas attendre 80 à 90 ans avant de voir une nouvelle crise financière majeure se produire. Ce qui signifie qu'il est temps de commencer à s'y préparer, afin de disposer des actifs nécessaires et d'éliminer tout risque dans ta situation financière personnelle. On n'est jamais trop certain, n'est-ce pas? Un bon moyen de te protéger de tout ça, c'est t'abonner à cette chaîne. Si les choses empirent, je m'engage à te partager les informations en avant-première. Les bulles sont le résultat de comportements risqués. Par exemple, prendre tout ce que l'on possède et le placer dans un seul type d'investissement. Ou encore s'endetter massivement en pensant que nos revenus continueront constamment d'augmenter et que l'on pourra rembourser plus tard. Il est important que tu redoubles de vigilance lorsque la valeur des actifs est complètement déconnectée de la réalité. À ce stade de la vidéo, tu comprends que la cyclicité des bulles est assez claire. Elle se répète toujours et suit un modèle prévisible. Alors pour minimiser les dommages, en particulier avant une crise financière, il y a deux choses que tu puisses faire. Premièrement, t'assurer que tes investissements sont assez diversifiés. Je te recommande vivement d'aller jeter un coup d'œil au portefeuille tout temps de Ray Dalio. Le deuxième élément est de t'abonner pour que tu restes informé de tout ça au moment où. Je t'ai mis quelques liens supplémentaires en description de manière à ce que tu te renseignes davantage. Venons-en à mon domaine de prédilection. Le seul investissement qui constitue selon moi une réserve de valeur, je dis bien selon moi, ceci n'est pas un conseil d'investissement, sont les crypto-monnaies, et plus particulièrement le Bitcoin, notre or numérique. À la différence de l'or, il existe en quantité limitée et se raréfie à travers le temps. Alors si tu souhaites en savoir plus, je t'ai également mis des ressources en description. Curieux d'avoir ton point de vue sur cet actif dans l'espace commentaire. Quittons ma zone de prédilection, un moyen universel de se protéger contre ce type de situation et de faire ce que tu es en train de réaliser actuellement. T'éduquer. L'éducation financière est la meilleure défense. Et je crois que tout le monde devrait passer au moins 10 minutes par jour à se former. Si tu partages comme moi ce point de vue sur la question, je t'invite à aimer, commenter cette vidéo mais également t'abonner. Car n'oublie pas que c'est nous, la nouvelle bourgeoisie.